vous êtes encombré cette fois-ci d'un maniaque de la montagne. Il ne s'agit pas chez moi d'une maladie congénitale puisque je suis né dans le Berry. Pays plat s'il en est, dont le point culminant ne dépasse pas 200 mètres. Mais, sur le terrain sans immunité d'un natif de ces plaines, le virus de la montagne, contracté à l'âge de 18 ans, a fait des ravages. J'aime l'escalade, le maniement des mousquetons et de la corde, le monde minéral du granit et des glaciers, l'amitié des guides, dont j'utilise rarement les services mais toujours les conseils, car je suis incurablement un premier de cordée. Le 12 novembre 2009, la montagne faisait son entrée à l'Académie française. Jean-Christophe Rufin, prix Goncourt en 2001, l'un des auteurs les plus lus en France, devenait solennellement à 57 ans le plus jeune académicien. Sous la coupole, il parlait de mousquetons et de cordées. Un voyage inattendu devant des sommités et quelques personnalités des médias. Même les grands écrivains de montagne n'ont pas été tellement représentés ici. Il y a eu des écrivains qui se sont consacrés au voyage, comme Kessel par exemple. La mer a été souvent évoquée ici. Il y a eu des officiers de marine comme Claude Farrer, il y a eu des marins comme le commandant Cousteau par exemple, il y a eu des passionnés de voile comme Éric Corsena. Bon, donc la mer est un milieu qui est souvent évoqué ici, pas la montagne. L'académicien alpiniste avait exploré plusieurs voies avant d'entrer sous la coupole. Médecin, dirigeant de grandes organisations humanitaires, ambassadeur. Un humaniste qui a choisi les Alpes comme terre d'adoption dans les hauteurs de Saint-Gervais, au pied du Mont Blanc. À l'œil nu, c'est pas facile à voir, mais il y a la trace des gens qui montent, enfin, cette heure-ci, ils redescendent d'ailleurs, du goûter. Entre le dôme, là, le gros dôme de neige, puis à gauche, il y a un petit col. Ouais. Et là le jumelle, on voit très très bien. Hein. Une grosse trace. Les gens qui descendent, qui rejoignent les refuges. D'une manière générale, les voies par ici ne sont pas extrêmes. Enfin, c'est pas des voies rocheuses. Les grandes voies rocheuses, elles sont du côté du Mont Blanc italien. Vous allez parfois? Non, moi je suis pas allé. Non, moi je suis très modestement un petit grimpeur. Moi, je n'ai pas fait les grands. Puis bon, aujourd'hui, d'ailleurs, ces grandes classiques sont, je pense, moins faites. Et puis il faut un niveau que j'ai pas du tout. Derrière le pilier du Freinet, tous ces trucs-là, j'ai pas fait. Je grimpe gentiment, mais je suis ni un professionnel de la montagne, ni en termes d'endurance, bon, ça peut encore aller. Mais si c'est des courses de pure escalade, si vous voulez, il y a une cotation qui va de 1 à 8. Et voilà, et bon, bah, moi je vais grimper dans le 5-6, mais pas plus, quoi. Donc, puis surtout, il y a des. Enfin, je pourrais, en termes d'engagement, tout ça, c'est des courses avec des bivouacs, tout ça, moi je me lance pas là-dedans. L'engagement, c'est quand vous pouvez plus revenir en arrière, si vous voulez, quand vous êtes obligé de. En tout cas, disons, quand les difficultés que vous avez franchies font qu'il est très difficile de battre en retraite, si vous voulez. Alors on dit c'est engagé, parce que s'il arrive un orage, un incident, n'importe quoi, vous voyez, une course où vous pouvez monter et descendre sans problème, bon, bah, c'est pas une course engagée. Et ça, l'engagement, vous y êtes allé quand même ou vous arrêtez? Moi, non, parce que franchement, j'ai toujours essayé de limiter les risques, parce que je cherche pas l'incident ni la mort. Hein. En montagne, j'essaie de revenir. Et puis, je dirais pas que la mode a passé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être on a une conception de la montagne qui est plus du plaisir, si vous voulez, se faire plaisir, être bien. Voilà, on ne cherche pas forcément la mortification, mais je fais des choses qui sont agréables. Les voies normales du Mont Blanc, que ce soit celle-ci, la voie de Saint-Gervais, que ce soit la voie italienne, j'ai faite aussi, qui arrive au petit piton entre la pointe et le dôme du goûter, le piton des Italiens, la voie du pape, comme on dit. Moi, j'ai faite aussi. Bon, c'est pas des voies très... Bon, il y a des crevasses, il y a des choses comme ça, mais enfin, c'est pas des voies difficiles. Voilà. Mais il y a tellement de choses à faire dans ce massif, il est tellement beau et tellement riche que voilà, on peut choisir des courses qui vous permettent d'élever vos enfants quand même. On n'est pas obligé d'y laisser la peau. Au cours d'une de ses missions humanitaires, Jean-Christophe Rufin était tombé amoureux d'Azeb, une princesse éthiopienne, et des montagnes de son pays.
Ils nous reçoivent dans leur appartement parisien. Est-ce que dans votre histoire, la montagne a eu une importance? Je pense qu'elle doit jouer quelque part, hein, parce que déjà son attachement pour l'Éthiopie, je pense que si c'était un pays plat, si c'était pas un pays montagnard, je sais pas, même s'il n'y a pas que ça. Bon, les premiers voyages que j'ai fait en Éthiopie, c'était à partir du Soudan, donc presque au niveau de la mer, quoi. Et la montée comme ça, c'est vrai qu'on a l'impression d'atteindre un pays qui est caché comme ça, dans la montagne, quoi. Et c'est des montagnards, les Éthiopiens, avec le caractère qui va avec, quoi. C'est-à-dire, vous êtes montagnard, vous vous sentez montagnard? Je me sens, en tout cas, dès que je suis dans un endroit tout plat, c'est vrai que je me lasse vite. C'est vrai que quand il y a le relief, quand il y a voilà, la montagne, je me sens dans mon élément, en fait. C'est l'environnement où je suis née, j'ai grandi, donc bien sûr, la montagne, ça fait partie voilà, de mon environnement. Et vous aimez vous y promener? Oui, j'aime beaucoup me promener. Sauf, je ne suis pas un grand alpiniste, donc comme Jean-Christophe, lui, c'est vrai, à son niveau, je ne peux pas. Ça m'était arrivé quand même de faire quelques-unes en les suivant. Quand on fait des courses ensemble, on a fait des courses dans le massif du Mont Blanc ensemble, ça se passe très bien. Et puis après, hein, tu te dis, ah ouais, mais si on tombait tous les deux dans une crevasse, les enfants, qui est-ce qui les élèverait, etc. C'est plus le danger après, quoi. Voilà, hein. Rien que pour descendre de l'Aiguille du Midi par l'arête, là, ce qu'on a fait ensemble, on était avec toi, c'était un jour où il y avait des mauvaises conditions, la neige était très très friable, donc vous êtes sur vraiment une arête avec 900 mètres de vide d'un côté, 600 de l'autre, disons. Et puis, il ne faut pas tomber, quoi. Voilà. Alors, c'est vrai que là, même si après ce que vous faites est tranquille, il y a des passages où c'est un peu plus chaud, quoi. Disons que je l'assurais, mais enfin, il fallait mieux pas tomber, quoi. C'est une sacrée aventure parce que faut y aller, quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. En même temps, c'est une challenge. Il y a non, j'ai vraiment, j'ai adoré. À 20 ans, vous n'auriez jamais imaginé devenir académicien ou vous avez rêvé à ça? Non, ça, j'ai jamais imaginé d'être académicien à 20 ans. Et je crois qu'à 20 ans, je ne savais même pas exactement ce que c'était, quoi. Je ne suis pas du tout d'une famille dans laquelle cette tradition existe, pas du tout. Ni même, si vous voulez, je crois que les rêves à cette époque me portaient plutôt vers des choses, comment dirais-je, exotiques, lointaines, ou je sais pas. En tout cas, certainement pas ça. Et d'ailleurs, même récemment, je n'imaginais pas. C'est vraiment le fruit des circonstances, voilà. Et puis même comme ça, parfois je me dis, tu ressembles peut-être pas tout à fait, vous voyez. Bon. Mais c'est pas grave. Je trouve que ça, c'est bien, c'est bien. C'est un lieu impressionnant. Quand on arrive ici, on rase les murs au départ parce qu'on est écrasé par vous savez, tous ces bustes avec les grands ancêtres, les grands anciens. On est un peu convaincus, disons, qu'il y a une certaine forme d'illégitimité. On n'est pas légitime après tous ces grands génies. Et bon, puis on se dit, mais moi, là-dedans, puis finalement, après, on se calme et on se dit, voilà, on fait ce qu'on peut, on est qui on est, et puis voilà. Mais c'est vrai qu'au début, il y a un côté, on n'ose pas parler voilà. Bon, et puis après, on se rend compte que c'est le contraire, qu'on est chez nous. Voilà, et que tout dépend de nous, et que c'est non seulement pas lieu d'être impressionné, mais qu'on a un rôle qui est d'apporter de la vie ici. Le jour de son discours à l'Académie, ses 2 filles et sa femme étaient immortalisées sur la photo de sa nouvelle famille. Il avait aussi ressenti le besoin de dévoiler son jardin secret. J'ai le bonheur de pouvoir me réfugier à Saint-Nicolas-de-Véros, dans une maison savoyarde qui ouvre sur l'aiguille de Bionnassay et les dômes de Miage. Les nuits d'insomnie, je peux suivre à la jumelle les lampes frontales des alpinistes le long de la voie normale du Mont Blanc. Quand je l'ai visitée, elle m'a tout de suite plu, cette maison. Vous savez, c'est ça, les maisons, elles vous disent quelque chose ou pas, voilà. Et celle-là, alors déjà son histoire, puisqu'en fait, elle appartient
C'est la plus ancienne maison du village. Elle est de 1629, marquée sur la poutre là-haut. Et elle a été détruite, rachetée sous forme de poutre, c'est-à-dire chaque planche a été numérotée et remontée ici. Donc la base a été créée dans les années 80, mais la charpente est très ancienne. Voilà. Alors elle est trop grande, elle est isolée, elle est tout ce que vous voudrez, mais elle m'a plu. Voilà. Alors, vous savez, ça c'est l'amour, ça ne se commande pas. C'est la passion. Je l'ai aimé tout de suite. Puis voilà. Alors je l'ai un peu transformée, mais enfin pas tant que ça. D'ailleurs, elle est restée à peu près comme elle était. Et pour être bien ici, qu'est-ce qu'il faut en fait? Moi, je trouve qu'il faut une vie intérieure très riche, comme on dit. Il faut être capable. Moi, je suis dans des longues périodes d'écriture, de solitude. Bon, c'est vrai qu'il faut être à la fois, faut aimer ça, faut aimer être seul, faut aimer lire, faut aimer, faut avoir quelque chose, disons, pour créer une sorte de support du rêve. En fait, ici, bon, si vous êtes uniquement, si vous ne vivez que dans la vie sociale, ici, évidemment, bon, vous êtes malheureux. En même temps, il faut aimer le sport, parce que ici, dès que vous sortez, tout est comme ça ou comme ça. Déjà, voilà, vous faites du vélo, vous allez courir, c'est pareil. Vous faites de la montagne, c'est pareil. L'hiver, le ski. Enfin bon, voilà, c'est l'univers du sport. Voilà. Donc, il faut aimer le sport et le rêve. Voilà. Ça me va bien, moi. Et la vie sociale ne vous manque pas trop? Il y a une vie sociale, mais qui n'est pas une vie si vous voulez, de proximité. C'est-à-dire que, non, j'ai beaucoup d'amis dans la région. Non, ça ne me manque pas du tout. Mais c'est pas la vie sociale des grandes villes, ça n'a rien à voir. On voit les gens quand on a envie de les voir. Et cette vie sociale des grandes villes ne vous manque pas? Pas du tout. Non, pas du tout. Moi, je suis pas du tout... bon, voilà... Si je suis à Lyon, à Paris, à Marseille, à je sais pas où, c'est très bien, mais en même temps, j'en ai pas besoin. Voilà. Donc je sais pas. J'ai plus besoin de ces ambiances ici que des ambiances de grandes villes. Les magasins, tout ça, je m'en fous. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Ça veut dire que le monde peut se produire à l'inverse, en fait? Oui, ça. Alors là, quand je suis, par exemple, si je suis longtemps à Paris ou en voyage, etc., au bout d'un moment, je pète les plombs, comme on dit. J'ai vraiment besoin de me retrouver ici ou enfin dans n'importe quel endroit Mais bon, il se trouve que moi, j'ai ancré, si je puis dire, mon besoin de nature, je l'ai ancré ici. Donc c'est vers ici que je reviens. Dans son chalet, Jean-Christophe Rufin a beaucoup d'objets, de photos auxquelles il tient. Ses livres, dans plusieurs langues, et tous ses manuscrits, sauf celui de Rouge Brésil, le Goncourt, qui fait partie des collections de la Bibliothèque nationale. Il a écrit son dernier roman, Le Grand Cœur, ici. Parce que j'écris à la main, moi, en fait. Donc ça, c'est un manuscrit, c'est le dernier livre, là, Le Grand Cœur, c'est le manuscrit. Presque complet, il manque quelques pages qui sont... Donc je fais ça à la main. J'écris à la main parce que j'écris le matin tôt, à des moments où je suis un peu à l'ouest, à vrai dire. Vous avez des règles d'écriture? C'est-à-dire que vous mettez dans certaines conditions? En général, souvent, je me mets en survêtement, comme si c'était... Voilà. Et puis, je vous dis, non, c'est le matin, uniquement le matin. Moi, j'écris 1 heure, 1 heure et demie. Puis c'est tout. Après, et en général, dans la journée, je réfléchis à ce que je veux faire après, enfin, la suite. Je prépare le soir pour que le matin, je sache exactement... Voilà, donc je fais un petit plan pour le lendemain matin, et le lendemain matin, toc, je me remets dedans. Auteur d'une quinzaine de livres, il a eu des prix prestigieux. Romans historiques ou inspirés d'un fait vécu, souvent dans des pays où il est allé en mission. Ce que les gens me disent souvent, c'est que c'est des livres qui les ont aidés à un moment donné à franchir une étape, qui les ont rendus heureux, qui leur ont fait du bien, etc. Ça, c'est ce que moi j'adore quand on me dit ça, parce que je trouve que c'est une des fonctions aussi de la littérature. C'est pas la seule, mais c'en est une.
Et moi, je sais que j'ai choisi d'écrire des livres assez enthousiastes, assez positifs, avec des héros positifs, assez rayonnants, avec une énergie. C'est toujours des héros qui ont une énergie. Et les gens, souvent, qui lisent ces livres, ressortent en disant « Ah, bon, bah ça me fait plaisir, parce que, au fond, c'est ce que je cherche. » Son dernier roman raconte l'histoire de Jacques Coeur, argentier du roi Charles VII, grande fortune de France, qui a ouvert les échanges commerciaux avec l'Orient et changé le rapport au monde. Un personnage qui a influencé l'écrivain. Enfant, Jean-Christophe Rufin passait régulièrement devant son palais à Bourges. C'est quelqu'un qui, pour moi, si vous voulez, dans la ville où j'habitais, après la guerre, une ville un peu noire, un peu sombre et tout, représentait l'ailleurs, quoi. Représentait une sorte de miracle. Oui, on peut vivre autre chose, on peut vivre autrement, on peut aller ailleurs, on peut découvrir d'autres espaces. Voilà. Mais tout ça, ça n'était pas conscient. Et puis, après, en relisant des choses sur lui, je me suis dit, mais c'est surtout un personnage extraordinairement romanesque. Ce qui, en fait, donne au lecteur l'impression qu'il lit quelque chose de vivant, c'est tout ce qui, dans l'histoire de Jacques Coeur, aussi correspond à mon histoire à moi, forcément. Parce que, c'est pour ça que les livres sont cannibales. Ils vous mangent, ils prennent des choses de vous, et c'est ça qui fait la chair du livre. Voilà. Jacques Coeur vous ressemble pourquoi, en fait ? Jacques Coeur, il me ressemble. C'est surtout, il y a quelque chose que je ressentais très profondément en lisant, au fond, tous les documents qui le concernent, les biographies qui le concernent, c'est que c'est quelqu'un qui a été à l'aise partout, c'est-à-dire effectivement avec les puissants, avec le pape, dont il était l'ami, avec les rois, etc., mais pas plus avec eux qu'avec les gens simples. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a passé sa vie quand même sur des mauvaises routes, sur des mauvais chemins, et dormir dans des mauvaises auberges au milieu du peuple. Et au fond, c'est pas quelqu'un qui avait besoin du luxe. Il n'a pas profité de son argent, il n'a pas profité de tout ça. Il a créé quelque chose, voilà, et puis tout en ayant une vie finalement qui restait très simple. La deuxième chose, moi, qui me l'a rendu proche, c'est que je suis convaincu que c'est pas quelqu'un dont la motivation était l'argent. Sa motivation, c'était, au fond, c'est un créateur. C'est quelqu'un qui a inventé un autre monde, qui a accouché d'un monde qui, au fond, sera celui de la Renaissance, dont il ne profitera pas d'ailleurs, parce qu'il mourra avant. C'est quelqu'un qui contribue au premier plan, vraiment, à faire émerger un nouveau monde. Donc c'est d'abord un créateur, c'est d'abord un rêveur, c'est d'abord quelqu'un qui a l'intuition d'autre chose, et plus qu'un homme d'action, et surtout plus qu'un homme d'argent. Et vous êtes comme ça aussi ? Lui comme moi, on fait partie de ces gens qui ne sont pas entièrement dans la réalité du moment, mais qui sont aussi dans le rêve. Voilà. C'est le grand beau temps, là, ça y est. Voilà. La culotte de gendarme, comme ils disent ici, un peu de bleu. C'est quoi la culotte de gendarme ? C'est le ciel bleu. C'est le seul gendarme qu'on voit ici, d'ailleurs. Heureusement. Pas beaucoup de gendarmes par ici. Non, c'est quand le ciel se remet un peu, puis qu'il y a des trouées bleues. Et là, la brume est en train de monter. Là, ça sèche parce qu'il a tellement plu. Il fait quand même chaud, la terre est chaude, alors ça sort. Espérons que ça s'en aille vite, mais il a neigé très bas, neigé vers 3000 mètres. Et voilà. Alors qu'il y a 2 jours, il faisait 32, grand beau temps. C'est très beau en même temps, cette image. C'est beau, mais de toute façon, ça change tout le temps ici. Il n'y a jamais deux paysages pareils. Hier soir, il y avait un grand arc-en-ciel. Parfois, il y a des orages qui arrivent, comme ça, qui viennent, qui butent contre le Mont Blanc, qui roulent, comme ça. Il y a des orages terribles ici. D'ailleurs, moi, j'ai eu plusieurs fois des problèmes, le four qui crame, etc. Parce qu'il y a un chalet au-dessus qui a brûlé. La foudre.
Et là, c'est fini, on ne voit plus rien, en l'espace de 2 secondes. Bah parce que oui, la brume est en train de sortir, c'est vraiment la terre qui se sèche, alors toutes ces brumes qui montent, c'est-à-dire que là on est juste dans le nuage et puis ça va passer au-dessus. Bah là on voit plus rien là. Là on est Oui. carrément dans Il y a quelque chose de presque tropical même là, tout d'un coup, à cet instant-là en tout cas. Ouais, enfin c'est tropical, mais enfin je vais quand même garder ma fourrure polaire. Hein, Donc quand la terre est chaude, quand vous parlez de ça, il y a oui, quelque chose oui, qui c'est tropical, mais enfin disons que oui, je vois ce que vous voulez dire. Le côté un peu équatorial comme ça et tout, oui. À cet instant en tout cas. Oui. Enfin, ça, je vous rassure, c'est pas comme ça toute l'année. Hein. On est quand même à 1400 mètres, donc c'est pas... Voilà, ben là on voit sortir les dômes de nuages, les glaciers, enfin ce qu'il en reste, parce que les pauvres glaciers, là, ils sont de plus en plus dépenaillés, là. Il y a de moins en moins de neige. De glace. Non, de la neige, il y en a beaucoup. Cette année, il a énormément neigé. Mais ça suffit pas à stabiliser les glaciers. Dès que la neige fond, on voit ils sont misérables, les pauvres. Là. C'est des glaciers qui avant descendaient beaucoup plus bas, qui étaient beaucoup plus... Alors, quand on voit des photos d'il y a 30-40 ans, il y a des glaciers fournis. Là, D'ailleurs, je pense que si on continue comme ça, dans je sais pas, 5 ans, 10 ans, il n'y aura plus de glaciers sur ce côté-là. Parce qu'ils sont en train de complètement... Ça vous inquiète? Bah, j'y connais rien. Je ne sais pas du tout comment il faut interpréter ça. Moi, je constate comme ça. Je trouve ça dommage parce que d'abord c'est très beau et que je pense qu'il y a quand même un équilibre avec ces glaciers. La rapidité des choses comme ça est quand même inquiétante. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. On dit que, en revanche, sur le Mont Blanc, au contraire, le glacier augmenterait. Là, on ne le voit pas, mais le glacier égoutté, lui, il a tendance plutôt à pousser, à s'étendre. Donc, apparemment, c'est des phénomènes qui sont assez locaux aussi. Enfin, bon, c'est quand même une tendance générale à la fonte. Hein. On est quand même dans un cycle très, très rapide et quand même ne semble pas tout à fait normal de par sa brutalité. Quoi. Ah ouais, ça y est. Là, c'est ouf. Ah oui, voilà, c'est plus tropical, c'est carrément c'est les îles. Dans son antre où il écrit, il a gardé quelques objets qui racontent son histoire. Ça, c'était un pistolet à chien. C'est mon grand-père quand il était médecin généraliste. Et il faisait des visites dans les campagnes et il y avait des chiens qui, de temps en temps, lui mordent les mollets. Alors il avait un pistolet pour tirer dessus. Voilà, pour pas qu'il ait fait grand mal aux chiens avec ça, mais enfin il l'avait sur lui. Et votre grand-père a été important dans votre histoire? Bah oui, mon grand-père, c'est lui qui m'a élevé, donc c'est... Il a eu une influence sur votre parcours, sur vos choix? Bah oui, mais il a eu une influence, comment dirais-je, qui n'était pas verbale, parce qu'on a échangé très peu de choses, il m'a pas beaucoup parlé. Mais c'était vraiment la figure paternelle, puisque moi, j'avais pas mon père. Vous l'aimiez beaucoup? Enfin, il y avait... J'aimais beaucoup, c'est-à-dire que j'avais pas le choix, parce qu'il n'y avait pas grand monde à aimer. Chez nous, il y avait ma grand-mère, puis il y avait lui. Je pense que la présence d'un petit-fils, c'était plutôt une gêne, enfin, à son âge, comme ça. Mais en même temps, il était très bienveillant, et c'était quelqu'un qui, par l'exemple de sa vie, pour un enfant, c'était plein de... C'était très évocateur de plein de choses. Il avait été médecin, il continuait à consulter. Il y avait toujours des gens qui venaient à la maison. Il avait été très engagé, à la fois sur le point de vue social, puisqu'il faisait de la médecine de campagne, mais aussi de la médecine sociale, médecine préventive sur la tuberculose, sur tout ça. Et puis, d'un point de vue politique, il avait été engagé, pendant la Première Guerre mondiale comme médecin, il avait même été blessé d'ailleurs. Et puis surtout pendant la Deuxième, comme résistant, où il avait été déporté pendant 2 ans à Buchenwald. Donc voilà, il y avait une vie, disons, une vie très... très chargée. Très chargée, oui, c'est ça. Et votre maman, en fait, vous n'avez jamais grandi avec elle, enfin, il y a pas... Alors, si, c'est-à-dire que quand j'avais... c'était elle, là, avec une amie. C'est elle, là, elle est au deuxième plan. Si, ma mère, en fait, je l'ai rejointe quand j'ai eu 10 ans, parce qu'elle est à Paris pour
gagner sa vie, mais enfin, c'était très dur, elle n'avait pas fait d'études, donc jusqu'à l'âge de 10 ans, elle n'a pas pu me faire venir parce qu'elle n'avait pas voilà, elle habitait les chambres de bonne et tout ça. Puis quand j'ai eu 10 ans, elle m'a fait venir. Alors c'est marrant parce qu'on me prend souvent pour un fils de famille, très machin, c'est alors que vraiment je viens d'une famille non pas modeste, parce que mon grand-père était quand même médecin, matériellement il y avait des secteurs qui allaient bien, mais tout ça ne profitait pas beaucoup à l'enfant que j'étais, quoi. Ça c'est sûr. Je me suis beaucoup construit contre tout ça. C'est-à-dire, comment vous avez fait pour vous construire, en fait? Vous savez, les enfants qui n'ont pas de père, ils s'accrochent un peu à ce qu'ils trouvent. Alors moi, c'est mon grand-père qui a fait un peu le substitut. Et ça, c'est la statue d'Esculape. Esculape, donc le dieu de la médecine. Alors j'ai mis à côté de l'ammonite. Bon, enfin, il ne va pas attraper de mal. Et était dans le bureau de mon grand-père. Tout ça, c'est des choses qui viennent du bureau de mon grand-père. Et donc, la médecine, vous l'avez choisie par rapport à lui ou pas? Je n'ai même pas choisi, c'est imposé parce que, si vous voulez, c'était le seul métier que je connaissais, au fond, un peu de près. Et on ne peut pas dire que je l'ai choisi, et en plus, je ne l'ai pas choisi dans une perspective, comment dirais-je, très, très précise. Je ne savais pas quel type de médecine. Vous savez, la médecine, on peut faire des tas de choses, hein. Moi, je ne savais pas très bien. Il me semblait que c'était quelque chose qu'il fallait étudier, que c'était ça, voilà, et puis que ça me donnerait un accès au monde, comme il avait eu lui, à l'engagement, à l'action, à la compréhension. Des hommes ou du monde? Oui, les deux, en fait. Et je n'ai pas été déçu de ce point de vue, d'ailleurs. Mon grand-père, de son temps, les descriptions cliniques, si vous voulez, c'était vraiment des grands morceaux littéraires. Ils étaient... les descriptions des maladies, c'était des choses... D'ailleurs, moi, j'ai fait mes études comme ça. J'ai appris les maladies comme des tragédies, des choses avec des grands morceaux de bravoure, des trucs... L'internat, on me disait, voilà, tu as récité, je sais pas, embolie pulmonaire. Alors, voilà, moi, c'était la phrase de la question, c'était... vous savez, l'embolie pulmonaire du postpartum, la femme qui vient d'accoucher, c'était cette femme qui se lève, pousse un cri et meurt. Voilà, c'était comme ça, c'est comme ça. C'était beau. Enfin, pour nous, pas pour elle, mais je veux dire, c'était un peu... cette femme se lève, pousse un cri et meurt. Formidable. Et quand vous apprenez la médecine comme ça, alors pourquoi c'est l'embolie pulmonaire? Elle a une phlébite, elle se lève, le caillot migre et paf, elle meurt. Donc voilà, et j'ai appris la médecine comme ça, avec ces phrases extraordinaires, cette espèce de force de la description clinique. Moi, je suis content que la médecine soit devenue une science. Je suis malade, je préfère voir un scientifique qu'un poète. Mais enfin, pour moi, c'était pas exactement ça que je cherchais. Et c'est vrai que toute la dimension littéraire, la dimension d'engagement, tout ça, je l'ai cherché, du coup, ailleurs. Je cherchais dans l'humanitaire, je cherchais dans la littérature, je cherchais ailleurs. Pourquoi vous avez arrêté? Vous auriez pu continuer d'être médecin? Oui, je peux toujours, mais j'ai pas arrêté d'ailleurs. J'ai pas arrêté la médecine. J'insiste beaucoup là-dessus parce que d'abord, ce qu'on a appris à 20 ans, on l'oublie pas. Donc aujourd'hui, il m'est arrivé de reprendre, etc. Je ne suis pas dépaysé, c'est un métier que j'ai vraiment en moi. Je pense que la médecine ne se limite pas à l'acte clinique. La médecine, c'est un état d'esprit. Vous pouvez être médecin en faisant autre chose. C'est un regard, c'est une façon de voir les autres, de les écouter, de les comprendre, d'essayer de les aider. Ça, c'est une attitude dans la vie qui n'est pas propre à l'acte clinique. On peut l'avoir un peu partout. C'est ce qui vous a donné envie de faire votre métier autrement? Autrement, mais tout en me sentant toujours médecin. Quand j'étais ambassadeur, on me demandait ça souvent. On me disait, mais vous faites plus de médecine? J'ai dit, si, je fais de la psychiatrie tous les jours ici. Dans les années 70, il part aux 4 coins du monde. C'était le tout début de Médecins sans frontières. Ça, c'était à Tamanrasset. Et ce Touareg, ce dangereux Touareg avec un petit nez en trompette, n'est-ce pas? C'est moi. Vous avez vécu la grande aventure d'humanitaire? Moi, j'ai connu la grande époque, et c'est vrai qu'aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus difficiles, beaucoup moins claires. Moi, j'ai connu l'époque vraiment pionnière où... Bon, je ne dis pas d'ailleurs qu'on était très efficace. Je pense qu'on ne l'était pas et que c'était un peu du bricolage parce que les ONG d'aujourd'hui n'existaient pas. C'était des petites associations. Mais bon, il y avait une sorte d'abord de liberté, d'engagement, de fougue, qui était liée au fait qu'on démarrait. Mais vous avez le sentiment de faire avancer les choses, j'imagine, quand... Oui, on les a fait avancer, si on veut. C'est-à-dire je pense qu'on a créé à une époque un nouveau mode d'action. On a apporté quelque chose
de nouveau, qui était cette capacité de transgresser les lois et d'aller à des endroits qui étaient théoriquement interdits. Maintenant, ensuite, les choses se sont compliquées parce que ces ONG ont connu un grand succès. Prix Nobel de la paix, beaucoup d'argent. Et qui dit grosse structure, dit bureaucratie, dit problème. Bon, voilà. Simplement, moi, j'ai moins envie qu'avant, si vous voulez, de jouer des rôles comme ça, d'organisateur. Mais en revanche, c'est vrai que si j'ai l'opportunité de travailler, alors vraiment, retour au terrain, c'est quelque chose que j'aimerais faire, mais est-ce que j'en aurai l'opportunité, je ne sais pas. Après l'humanitaire, il a été nommé ambassadeur au Sénégal. Le président actuel vient de lui remettre une médaille qu'il aurait dû recevoir bien avant. Il avait été remercié rapidement par le gouvernement français parce qu'il ne s'était pas laissé attendrir par les approches de l'ancien président Wade, qui voulait que son fils gagne les élections. Moi, j'étais dans une situation difficile parce que j'étais entre des gens comme Claude Guéant ou Sarkozy qui, eux, jouaient le jeu des relations les plus faciles, hein, c'est-à-dire de laisser faire ce qui se faisait. Puis moi, j'ai essayé de résister. Et bon, je l'ai payé d'une certaine manière, mais je l'ai fait. Bon, moi, j'étais pas là pour faire une carrière. J'étais là pour... Quand on n'est pas un diplomate de carrière et qu'on fait ça, qu'on a ce poste, qui est un des plus beaux postes diplomatiques, c'est pas pour faire... c'est pas pour se taire ou pour être transparent, c'est pour exister, c'est pour défendre ses convictions. Moi, c'est ce que j'ai fait, voilà. C'est notre vie, hein. Notre vie, voilà. Mais je peux vous dire que peut-être que ça se voit d'ailleurs un peu. Je la regrette pas, voilà. Je la regrette pas. Je ne regrette ni de l'avoir vécu, ni que ça soit terminé. Et pourquoi vous dites que peut-être que ça se voit ? Je suis pas là de m'amuser tellement, si, là, tu sais, je sais pas. Vous ne regrettez pas d'avoir arrêté, vous voulez dire, c'est ça ? Je ne regrette pas d'avoir arrêté, mais je ne regrette pas non plus de l'avoir vécu. C'était une très belle expérience. C'était 3 années extrêmement riches, dans lesquelles le romancier que je suis, quand même fondamentalement, a vu de près le mécanisme du pouvoir, vu des tas de choses, et c'est très enrichissant, d'un point de vue humain, d'un point de vue politique, d'un point de vue institutionnel. Mais c'est très lourd parce que vous voyez, qu'est-ce que vous faites là-bas ? Vous représentez la France, c'est-à-dire vous incarnez un pays. Et pas n'importe quel pays, le pays qui a été le colonisateur, donc dans lequel il y a quand même un poids de l'histoire très très lourd, qui est toujours présent, y compris militairement, vous voyez. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut incarner. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous balader en fourrure polaire à faire des... Oui, on n'est pas dans ce registre-là, on est dans un registre très cadré. Vous ne pouvez pas dire ce que vous voulez, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Vous êtes, j'allais dire, plus que vous-même, d'une certaine façon. Voilà, à travers vous, c'est le pays qui est représenté. Alors ça, c'est très passionnant, et en même temps, c'est très lourd. Parce qu'au bout d'un moment, on a envie d'être plus libre. Jean-Christophe Rufin va assez fréquemment à Chamonix à une demi-heure de son chalet. Nous l'avons convaincu de nous y emmener pour grimper un peu devant notre caméra. Chapelle baroque est jolie. Hein. Et comment on vous considère ici ? On vous connaît ? Bon, je sais pas, comme un... De toute façon, vous savez, pour les Savoyards, vous serez jamais du coin, hein, vous serez toujours un étranger, donc je cherche pas spécialement à me faire passer pour un indigène. Je suis un étranger, mais qui aime le coin et... J'ai pas mal d'amis, j'essaie d'avoir des relations d'estime, de confiance, puis c'est tout, mais c'est très particulier ces vallées, vous savez, les gens, il y a quelques familles qui sont là depuis très très longtemps, et ils sont chez eux, il faut les respecter, quoi. Vous avez écrit sur la montagne ? Non, assez peu en fait. C'est drôle, peut-être par pudeur justement, parce que je considère que je suis pas d'ici. Si j'écrivais, de toute façon, ça serait pas sur la vie traditionnelle, parce que je la connais pas suffisamment. Ça serait sur
sur l'alpinisme. Bon, j'ai fait une nouvelle comme ça. Dans mes nouvelles, il y a une histoire d'un quelqu'un qui arrête de faire de l'alpinisme pendant 20 ans parce que sa femme ne veut pas, enfin après son mariage, sa femme l'empêche de... Il revient, il ramène toute sa famille, il les emmène en montagne et tout. Il dit cette fois-ci, vous allez voir ce que vous allez voir. Alors ils partent, ils bousculent, ils partent voir un refuge. Voilà. Et puis alors il y en a un qui a des ampoules, l'autre qui a mal ici, l'autre qui a mal là, ils ont soif, ils ont faim, ils sont là. Et puis l'autre il les pousse, il dit non mais c'est comme ça et tout, il tient sa revanche quoi. Puis finalement quand il arrive, il les a bien bousculés, vraiment. Hein. On peut dire qu'il s'est même engueulé avec tout le monde. Et puis il découvre que le refuge en question, il est fermé depuis 10 ans. Et en fait, c'est une nouvelle sur le... Enfin, de toute façon, toutes ces nouvelles, c'est sur le temps. C'est sur le fait voilà, que quand on croit retrouver quelque chose, quelque chose a disparu, en fait, même si... Et c'est particulièrement vrai pour la montagne qui a énormément changé. La montagne, il y a 30 ans, c'était l'alpinisme, c'était le club alpin français, c'était pour la patrie par la montagne, la devise. Hein. C'était quand même un militaire, fallait souffrir. Aujourd'hui, c'est plutôt le fun, fluo, voilà, la glisse, le truc, voilà. Tout ça, c'est des pratiques qui changent beaucoup. Sous couvert comme ça de permanence, elles vont changer. Hop, attention. Il y a beaucoup de monde quand même. Hein. Mais c'est évidemment. On voit qu'il n'a pas fait beau. Il a donné rendez-vous à Christophe Frella, qui collabore aux éditions Guérin, les spécialistes des ouvrages consacrés à la montagne. Faute de temps, il nous emmène sur un rocher-école qui n'a rien à voir avec les voies qu'il pratique habituellement. Mais c'est sympa, on peut faire de longueurs comme ça. Donc là, il avale la corde. Après, c'est moi qui monte. Mais là, c'est des toutes petites longueurs. Là, c'est pour le cinéma, là, on fait ça. Parce que c'est pas comme ça que ça marche, normalement. Là, bon. Normalement, si vous voulez, on aurait tiré jusqu'en haut du pilier. C'est-à-dire, une longueur, c'est ça. C'est-à-dire que ça correspond à une longueur de corde, à peu près 40 mètres. En plus, celle-là fait 60. Donc. Prendre du plaisir en escalade, c'est quoi? Ça dépend. Il y a des gens qui prennent plaisir visiblement à faire des trucs comme ça, moi pas. Moi, ce que j'aime, c'est des développements. C'est-à-dire, on monte, là, on va faire, par exemple, un truc qui fait 500 mètres, même pas forcément très dur, bout de corde. Bout de corde? Bout de corde, oui. Même pas forcément dur, mais qui permet d'explorer un peu voilà, une voie. Enfin, c'est un voyage. C'est parti. Ok, départ. Il glisse un peu le rocher, t'es pas trouvé? Ouais, départ, c'était pas grand-chose. Départ, ouais. ouais. Ouais, ça va. C'est sympa. C'est sympa comme tout. Sympa, hein? De ma foi. Voilà, le train salue notre arrivée. Là, tu sais, c'est bien. Merci. Ah, on l'a fait. Bon, ça va peut-être en bas, hein? Dans ses escalades habituelles, Jean-Christophe Ruffin aime grimper en tête. On préfère toujours, je pense, parce que bon, on regarde pas du tout le rocher de la même manière quand on est en tête. Quand on est en tête, on mesure quand même le risque, etc. Et puis on voit pas du tout les choses de la même manière. Je sais pas. Quand on est en second, il peut rien vous arriver. Vous êtes tiré, donc de toute façon, enfin vous êtes tenu. Donc si vous tombez de l'élasticité de la corde. Alors, bon, même si l'autre est à 50 mètres, vous allez faire 1,50 m, mais je veux dire, ça va pas bien loin. Vous avez escaladé avec votre fille, en fait? Ah ben oui, mes filles, elles ont commencé petites et puis bon, elles continuent et elles sont... La plus petite, enfin la plus jeune qui a 17 ans, elle est... La semaine dernière, il y a 10 jours, là, on a encore fait des voies ensemble et tout. Et c'est très agréable parce que c'est un plaisir quoi, d'avoir donné quelque chose à un enfant. Alors après, il fait ce qu'il veut avec. Peut-être qu'il ne va pas pratiquer, peut-être qu'il va au contraire devenir un champion, on ne sait pas.
Mais en tout cas, il a pris quelque chose de vous. Et puis comme c'est quelque chose qu'on pratique ensemble, ben, évidemment, ça rapproche beaucoup parce que... moi, je me souviens, ma fille, la petite, quand elle avait, je sais pas, 9-10 ans, elle aimait bien grimper en tête. Et là où on allait sur la falaise, on allait à côté. Un jour, moi, je la voyais pas parce que c'était un bombé comme ça. Elle a grimpé en tête, puis au-dessus, il y avait des gens au relais. Et tout d'un coup, ils ont arrivé ce bout de chou qui est arrivé. Et puis, elle n'arrivait pas à atteindre la chaîne pour s'attacher. Alors, elle sautait pour s'attacher. Là, ils étaient comme ça. Et vraiment, elle aimait ça, quoi. Et ça fait plaisir. Enfin, c'est un gamin. Jean-Christophe Ruffin a décidé de faire une infidélité à Gallimard, son éditeur habituel, pour défendre le travail de qualité que font les éditions Guérin, installées ici à Chamonix. Il va publier chez eux le récit de son dernier voyage. Il avait dit cette phrase « Je reviens de Compostelle, je suis un peu fatiguée, j'ai fait 900 km ». Et là, je me suis dit, c'est peut-être... Enfin, on s'est dit avec Christophe, qui est mon collaborateur, et donc on en a parlé tous les deux, et on s'est dit, Compostelle, ça peut être vraiment un sujet très intéressant, parce que est-ce que de faire 900 km, quand on est Jean-Christophe Ruffin et qu'on a une vie aussi riche de plein de choses, quoi, de tout ce qu'il fait, c'est presque une marche pour s'arrêter, quoi, hein, une marche qui... Marie-Christine formule, disons, on marche pour s'arrêter, c'est une assez jolie formule, parce qu'au fond, c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est une marche dont on espère, en commençant, qu'elle va vous faire réfléchir, qu'on va avancer sur des problèmes, etc. Et puis, c'est pas comme ça que ça se passe. La réflexion ne porte pas sur des choses abstraites dans le chemin. On est incapable de réfléchir à Spinoza, Freud, on s'en fout. Mais on va réfléchir à des choses très concrètes. Qu'est-ce que je mets dans mon sac à dos? Bon Dieu qu'il est lourd, ce truc. Mais à quoi ça me sert, ce machin-là? Et est-ce que j'en ai vraiment besoin? Bon, 2 paires de chaussettes, à la rigueur. 2 slips, pourquoi? Un imperméable, peut-être. Enfin, voilà. Et donc, tout le long du chemin, on enlève des choses. Voilà. Et il y a une espèce de... Ça aussi, ça fait partie de cette démarche un peu bouddhiste, si je puis dire. Voilà. De quoi as-tu besoin? Ouais. Voilà. Et puis, maintenant, il y a toute une tendance qui se développe autour de la marche ultra-légère, avec des sites internet et tout ça, avec une philosophie qui est le poids, c'est de la peur. Voilà, c'est leur philosophie, c'est de dire, réfléchis à ce que tu prends dans ton sac et tu comprendras de quoi tu as peur dans la vie. Voilà. T'as peur du froid? Alors t'as 3 pulls. Ah oui, c'est que t'as peur du froid. Pourquoi t'as peur du froid? Non, t'as 3 imperméables. Peut-être que t'as peur de la pluie, t'as pas envie de te mouiller, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est un peu idiot de dire ça, mais au-delà du sac à dos, il y a beaucoup de choses avec. C'est-à-dire que c'est une démarche qu'on continue, même quand on est rentré. Quand vous êtes rentré, c'est plus le sac à dos, c'est la maison, c'est la vie, c'est tout. Oui, dans lequel vous s'entoure d'objets. Voilà. Moi, j'ai fait une grande purge chez moi en rentrant, par exemple. J'ai enlevé des tas de choses. Il ne reste plus que 2 slips et... Et moi, voilà, je ne dirais pas combien, c'est un secret. Chamonix, c'est un endroit où on croise tout le monde. Les plus grands grimpeurs, mais aussi des people. André Manoukian est un habitué. Les soirées se terminent dans les restos. Ce soir-là, Jean-Christophe Ruffin et Marie-Christine Guérin y retrouvent Étienne Klein, le grand physicien, Françoise Franco, écrivain, et Manoukian. Très vite, la conversation, c'est la montagne. Tu grimpes un peu? Moi je fais ouais. Puis je frime un peu parce qu'on se rencontre à Paris. Il me dit ah bon, et t'as fait quoi à Chamonix? Et moi je fais la verte. Ah, par quelle voie? Je fais putain, merde, il connaît. Je fais bon, j'ai fait la petite verte. Pas pareil. Toi aussi. Moi aussi, j'ai fait la petite verte. C'est joli la petite verte. Et là j'ai fait merde, ce mec est donc un vrai grimpeur. Je lui dis mais tu grimpes avec quel guide? Il me dit oh, non, moi
Non, moi je fais tout seul avec des potes et tout. Et là, putain là, il est balèze. Et là, Déjà, c'est impressionnant, la petite verte, c'est beau. ouais, c'est déjà bien la petite verte. C'est sympa. Bien fait. Et alors après, il me dit, j'ai un pote dans le coin, il s'appelle Étienne Klein. Je fais, oh putain. Et il me dit, ah, je l'ai appelé. J'ai appelé, il est pas là. Et il me dit, il est en train de grimper. Donc toi, tu grimpes aussi alors? Je grimpe de moins en moins, mais j'ai beaucoup grimpé. Ouais. T'as fait la verte? Ouais. Oh, par quelle voie? Wimper. Non. C'est magnifique la verte. Et De chez moi, on la voit la verte et nous on dit, enfin je sais pas si à Saint-Gervais on dit comme ça, ce que verte veut, Mont Blanc ne peut. C'est dans le couloir de la verte, aussi bien couturier que... C'est quand même des courses magiques parce que quand tu es dans le couloir, tu vois le sommet. Quasiment. C'est rare. Hein. Tu y es pas pourtant. Tu n'y es pas, mais tu le vois. Et comme tu attaques à 2h du matin, il fait nuit, dans le couloir, tu vois le moment où les premiers rayons viennent toucher le sommet. Et là, ça prend feu. Ça prend feu, le sommet prend feu, quoi. Ça devient orange. C'est incroyable comme truc. Tu connais l'anagramme de l'aiguille verte? Il faut être à Chamonix pour trouver un physicien auteur d'un livre sur les anagrammes qui ne peut pas s'empêcher de jouer à former de nouveaux mots avec les lettres des mots qui le font rêver. L'aiguille verte a comme anagramme le glaive rutile. C'est exactement le truc qu'on voit quand on est dans le sommet. Et tu le savais quand tu l'as fait exprès? Non. Ouais, c'est génial. Le glaive rutile. Non, mais c'est une telle vérité, on n'a plus besoin de rien. Et tu sais que les psychanalystes, tout ça, ils peuvent aller se rhabiller, quoi. Toi, c'est génial, ces anagrammes. Un voisin a aussi été remarqué par l'Académie Goncourt. François Garde a obtenu cette année le Goncourt du premier roman pour son livre « Ce qu'il advint du sauvage blanc ». L'épopée d'un matelot du XIXe siècle qui, après avoir vécu 17 ans dans une tribu d'une île du Pacifique, avait tout oublié de sa vie en France. Ce qui m'a touché dans l'histoire, c'est ce simple résumé en un mot, en une phrase, l'histoire d'un homme qui avait oublié sa langue et son nom. Ça ne me paraissait pas possible. Intellectuellement, j'ai toujours du mal à l'accepter, à le raconter. C'est pour ça que j'ai mis inspiré d'une histoire vraie, pour que sur ce point-là, au moins, je me cache derrière l'histoire vraie. Pour le reste, j'ai inventé, ou j'ai en tout cas mis du sens, mis du contenu, mis du détail. Et oui, ce qui m'a fasciné, c'est ça. Il y a quand même une chose assez étonnante, c'est que François est publié chez Gallimard, comme moi, et a reçu le prix Goncourt du premier roman, que j'ai eu aussi. Donc c'est quand même amusant qu'on soit si proches. Et d'ailleurs, on s'est connus comme ça, voilà. Et alors l'autre point commun, c'est les voyages quand même. Oui. C'est les voyages qui est une thématique qu'il y a aussi bien dans ta vie que dans la mienne, et dans tes livres que dans les miens, que dans le mien. Je pense que là-dessus, on appartient un peu à la même famille d'écrivains qui... ce que Michel Lebris appelle les écrivains du dehors, c'est-à-dire les gens qui effectivement trouvent leur inspiration dans le monde et pas uniquement en eux-mêmes. Ça fait du bien d'ailleurs, je trouve qu'il n'y en a pas suffisamment parce que la littérature française est quand même pas mal encombrée par des textes qui sont très autobiographiques, voire d'autofiction. J'ai écrit mon livre pour moitié à Val d'Isère et pour moitié ici à Passy. Et je me souviens très bien, plutôt l'hiver, donc avec des paysages de neige, des sapins, il faisait -20, etc. Et donc par la fenêtre, je mettais en surimpression les paysages du Pacifique par-dessus ces paysages de neige. Et je pense que j'aurais pas pu écrire ce livre si j'avais été au bord du lagon à Nouméa. Donc la montagne comme contre-sujet, comme dirait un musicien. Dans Le Léopard sur le Garrot, son récit autobiographique, Jean-Christophe Ruffin a écrit que dans sa vie, il ne rêve pas d'atteindre les sommets. Il préfère être à mi-pente. Il y a ce mythe du grand écrivain, une espèce de statut très particulier de l'auteur un peu sacré, etc., qui du coup presque intouchable. Tout ça. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux rester au milieu des autres. Je veux vivre normalement avec tout le monde. Et en même temps, c'est là où je dis que je suis à mi-pente, c'est que je veux pas non plus, je n'aimerais pas non plus ne pas avoir franchi les premières étapes, parce que les premières étapes sont dures. Arriver à se faire publier, à être lu, à avoir un lectorat, c'est dur. Donc j'ai la chance d'avoir franchi ces premières étapes, ça j'y tiens beaucoup.
J'y tiens beaucoup parce que c'est un immense plaisir, privilège, tout ce que vous voudrez. C'est ce qui donne la possibilité de vivre de son travail. Mais je ne veux pas me couper des autres en jouant au grand auteur, je ne sais pas quoi. Voilà, je veux rester quelqu'un de normal et d'accessible. Donc voilà, je pense que cette mi-pente, ce milieu des pentes est très, pour moi, le lieu le plus fécond. Qu'est-ce que vous avez envie de faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous intéresse profondément? Je me suis toujours demandé ce que j'allais faire quand je serais grand et ça n'a pas cessé, même malgré mon âge. Alors je crois qu'il y a deux choses auxquelles je tiens beaucoup, si vous voulez. C'est quand même l'écriture, parce que maintenant c'est quand même mon métier principal. Et puis quand même l'engagement, alors qui a été pour moi longtemps engagement humanitaire, ça peut être l'engagement médical, j'en sais rien. Mais je vais essayer de retrouver une manière de m'inscrire, je dirais, dans la réalité sociale du monde, quoi, pour essayer de jouer un rôle utile aux autres. Bon, alors là-dessus, j'ai fait plein de choses différentes, hein, de l'ambassadeur à médecin, j'ai fait des choses très différentes. Je ne sais pas lesquelles je ferai plus tard, mais je sais que j'ai besoin de conserver un rôle aussi dans la société. Donc on verra. C'est pas encore quoi? Non, mais vous savez, tous les choix, c'est pas des choix d'ailleurs, toutes les opportunités que j'ai eues ont toujours été des hasards, au fond. Voilà. Sauf l'écriture, qui obéit à une direction et une volonté. Mais par exemple, ambassadeur, c'est quelque chose qui m'a été proposé alors que je ne m'y attendais pas du tout. J'ai pris la présidence de l'Action contre la faim. J'étais en train de faire... je me souviens encore, j'étais sur le glacier, sur la mer de glace, en train d'escalader vers le refuge l'envers des aiguilles quand on m'a téléphoné en me demandant si je voulais faire ça. Voilà, je crois beaucoup à ces opportunités. Il faut être disponible à l'imprévisible, à l'imprévu, et puis voir, voilà.